Mesdames, Messieurs, cher Jean-François Mattei, merci d'être venus aussi nombreux ce soir et bienvenue à cette soirée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Michel Bols, je suis directeur de l'espace de réflexion éthique de Bretagne. Comme vous le savez, cette soirée s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle les États généraux de la bioéthique 2018, qui ont été lancés il y a quelques semaines par le président du Comité consultatif national d'éthique. Ces États généraux de la bioéthique sont la préparation à la révision de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011. Celle-ci avait une durée de vie de 7 ans, au terme desquels elle devait être révisée. 2011 et 7 font 2018, nous y sommes. Je voudrais juste rappeler que cette loi traite de questions majeures relatives à l'action médicale, découlant de progrès scientifiques qui permettent de modifier, de transformer profondément le corps et la biologie humaine. La loi actuelle porte, comme vous le savez, sur les dons et les greffes d'organes, tout ce qui touche à la procréation médicale assistée, aux tests et à la recherche génétique, à la recherche sur l'embryon. Depuis 2011, les progrès scientifiques et technologiques, ce qui est une nouveauté par rapport à 2011, sont considérables et ça soulève évidemment un certain nombre de questionnements éthiques qui sont tout aussi importants et qui constituent autant d'enjeux sociétaux. En gros, ceux de déterminer la société dans laquelle nous voulons vivre aujourd'hui et léguer pour demain nos enfants et nos petits-enfants. Si toutes et tous, vous qui êtes présents ici aujourd'hui, pouvez répondre que vous voulez une société où l'humanité et la dignité de la personne humaine soient respectées et non pas l'objet de toutes les manipulations, probablement des positions très différentes des uns et des autres conduisent à interroger la société pour déterminer où placer le curseur pour limiter les risques et dérives d'une science et d'une technologie sans bornes, mais aussi d'une réponse à des désirs sans fin. Seule la loi présentée par le gouvernement et votée par la représentation nationale peut trancher entre les positions qui s'affrontent et décider ce qui sera légal, donc permis, ou non. En raison de la rapidité des découvertes scientifiques, le délai de 7 ans de péremption de la loi de bioéthique permet justement de se mettre au goût du jour, si vous me pardonnez l'expression. Alors, le président du Comité consultatif national d'éthique a chargé les espaces de réflexion éthique régionaux d'organiser ces états généraux de la bioéthique dans les régions. Alors, au passage, ces espaces de réflexion éthique régionaux ont été créés par la loi du 6 août 2004, dont le papa est l'orateur de ce soir, Jean-François Mattei lui-même. Ces espaces ont pour mission, entre autres, de participer à l'information du public sur les questions éthiques relevant du domaine de la santé et surtout de faire remonter l'avis du public. Et c'est donc dans ce contexte que nous organisons un certain nombre de manifestations, comme celle de ce soir, et nous le faisons avec le Comité consultatif national d'éthique, puisque c'est lui qui est l'organisateur général des États généraux de la bioéthique. Nous avons retenu 2 grands thèmes pour notre région, après alors ce n'était pas un sondage, un questionnement adressé à un certain nombre de personnes, sûrement pas assez, mais les 2 thèmes majoritaires qui sont ressortis sont d'un côté l'assistance médicale à la procréation, de l'autre côté la médecine prédictive et les tests génétiques. Alors, le 2e thème a donné lieu déjà à une grande conférence débat rencontre avec la société il y a exactement 2 semaines dans le salon Richelieu de la mairie. Le 1er thème, à savoir l'assistance médicale à la procréation, donnera lieu à la même manifestation, même type de manifestation, mardi 20 février, donc mardi de la semaine prochaine, au même salon Richelieu de la mairie. Ça me permet au passage de remercier le maire de nous avoir ouvert le salon Richelieu de la mairie, et j'en profite au passage aussi pour remercier le président de l'université de nous avoir ouvert cet amphithéâtre. La conférence débat de ce soir a une place un peu particulière dans l'ensemble des manifestations que nous organisons, et ce ne sont pas les seules, je ne vais pas les détailler. Un certain nombre d'entre elles sont en train de défiler sur les diapositives que vous voyez au tableau. Nous avons voulu qu'un invité d'honneur vienne éclairer nos propres réflexions, de son expertise, son expérience, ses réflexions à lui et ses questionnements, pour que vous puissiez débattre directement avec lui des grands enjeux humains et sociétaux de la révision de la loi. Alors je remercie très chaleureusement, et je suis très honoré, je remercie très chaleureusement le professeur Jean-François Mattei, professeur émérite de génétique à la faculté de médecine de Marseille, d'avoir accepté de venir participer à ce débat. Il faut dire qu'à Brest, vous ne le savez probablement pas, il est chez lui,
sa maman étant bretonne, finistérienne, et il a vécu 1 ou 2 années, je crois, à Brest, il y a bien longtemps, et je me garderai bien de dire quand est-ce que c'était. Il est d'ailleurs déjà venu, c'est vous qui aviez fait l'inauguration officielle de l'ancêtre de l'EREB, qui était l'espace éthique de Bretagne occidentale, il y a 12 ans. Au risque de froisser sa modestie, permettez-moi de rappeler un certain nombre de choses. D'abord qu'il fut, en tant que parlementaire, le rapporteur des premières lois de bioéthique de 1994. Ensuite qu'il fut, en tant que ministre en charge de la Santé, l'initiateur de la loi de bioéthique de 2004. Celle qui a créé au passage les espaces de réflexion éthique régionaux, qu'il a été membre du Comité consultatif national d'éthique, qu'il a été président de la Croix-Rouge française pendant 9 ans, qu'il est membre de l'Académie de médecine dont il préside la section éthique et déontologie, et qu'il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. J'oublie certainement certaines choses, mais je pense que ça suffit. Enfin, il a publié une vingtaine d'ouvrages, portant essentiellement sur la réflexion éthique autour des progrès de la génétique et de la science en général, et dont le dernier, paru en novembre 2017, s'intitule « Questions de conscience » aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors je vous recommande très chaleureusement cet ouvrage, et ça n'est pas de la publicité, je sais que Jean-François Mattei ne voudrait pas que j'en fasse, pour l'avoir lu, parce que vous y trouverez un panorama complet sur l'ensemble des grandes problématiques qui se posent au travers maintenant de la révision de la loi de bioéthique. Il y a une hauteur de vue, il y a une pertinence du regard posé sur les grandes questions relatives aux progrès médico-scientifiques et technologiques qui, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, ne laisse pas d'impressionner. Question de conscience. Ben oui, parce qu'en fin de compte, c'est bien de cela qu'il s'agit pour chacun d'entre nous. Face aux extraordinaires progrès de la science, aux demandes tous azimuts de légalisation des désirs de groupes de personnes, si légitimes soient-ils, il n'y a pas de jugement de valeur en disant ça. La vraie question, c'est comment concevons-nous collectivement, en tant que société humaine, le monde et l'avenir de l'homme au sein de ce monde, à commencer par le plus petit des hommes, aujourd'hui et pour demain. Avant de laisser la parole à M. Mattei, je voudrais préciser un certain nombre de choses. D'abord, nous allons recueillir votre avis. Vous n'êtes pas là simplement pour écouter, nous souhaitons vraiment que vous soyez là pour exprimer votre avis. Excusez-moi. Les membres, alors on va faire ça de plusieurs façons. Les membres de l'espace éthique et les membres du comité de suivi que nous avons créé à cet effet vont écouter attentivement tout ce qui va se dire, les arguments que vous allez échanger, vont les relever et ensuite en feront une synthèse. Deuxièmement, nous vous avons distribué des questionnaires sur les 2 grands thèmes que nous traitons en général, et pas simplement sur la conférence, bien sûr, de M. Mattei, et nous vous demandons d'attendre le débat, voire la fin du débat, avant de les remplir, dans l'idée, peut-être illusoire, mais que ce qui va se dire pourrait vous éclairer et influer sur votre position. Ce questionnaire est réservé uniquement aux participants de la réunion. Si vous devez partir avant la fin, vous le remplissez évidemment avant de partir. Et puis, troisième façon de recueillir votre avis, vous pouvez adresser des contributions écrites, soit sur le site générique États généraux de la bioéthique qui vient d'être mis en ligne, soit directement sur notre adresse mail qui doit passer dans les diapositives, ereb@chu-brest.fr. Toutes ces contributions seront compilées, anonymisées et remontées. L'objectif, soyons précis à cet égard, n'est pas de faire un sondage représentatif de la population de notre ville et encore moins de notre région, n'est pas de faire une étude scientifique de type sociologique exhaustive selon une méthodologie éprouvée. Nous n'avons ni les ressources ni les compétences propres pour le faire, et notre objectif n'est pas de reproduire ce que d'autres ont déjà fait. Enfin, ce n'est pas la commande que nous a fait le CCNE. On fera bien sûr la synthèse de tous vos avis, de toutes les conférences qui vont avoir lieu et les rencontres avec la société qui vont avoir lieu à travers la Bretagne, et tout ça remontera auprès du CCNE. Il y a quelque chose qui lui en fera une synthèse au niveau de tout ce qui sera passé en France et fera remonter ça à qui de droit. Il est indispensable pour que les choses soient extrêmement claires de préciser une chose, c'est que les éléments qui vont être exprimés par les uns et les autres, les souhaits, les propositions, ne seront pas nécessairement repris dans le projet de loi que le gouvernement doit présenter à l'automne.
celui-ci restant évidemment libre et responsable de ses propres choix et des positions exprimées au préalable par le président de la République pendant la campagne présidentielle de 2017. Il y aura donc forcément des satisfaits et des déçus. Enfin, dernière chose, la qualité de ce débat, après la conférence de Jean-François Mattei, repose et reposera sur vous et sur ce que vous voudrez bien en faire. La séance sera animée et le débat modéré par M. Hervé Hugo, journaliste professionnel, pour deux raisons. Pour respecter la neutralité de la conduite des débats, grâce à l'expérience d'un professionnel, et ne pas mettre en avant le directeur de l'EREB ou un professionnel de santé qui pourrait chercher à orienter le dit débat. Le CCNE, comme nous-mêmes, souhaite connaître surtout les arguments, les raisons, les valeurs, les principes sur lesquels reposent les avis et les opinions. Pour atteindre cet objectif, nous voulons particulièrement insister, et ça me paraît absolument fondamental, sur la nécessité que ce débat soit ouvert et respectueux. C'est la mission confiée à l'animateur modérateur que de faire en sorte que chacun puisse exprimer librement ses arguments et positions, accepte d'écouter ceux et celles des autres, que personne ne cherche à monopoliser la parole ou à imposer ses vues, que les associations militantes ne cherchent pas à confisquer le débat au travers de leur affrontement, que toutes les questions sans tabou puissent être abordées sans tabou ni agressivité. C'est un prérequis absolu pour que ce débat soit le véritable exercice de démocratie sanitaire de qualité, que l'importance des enjeux soulevés par la révision de la loi mérite et dont nous avons collectivement besoin pour avancer ensemble. Alors pour terminer, je voudrais préciser que cette conférence débat est enregistrée en totalité. Conférence et intervention des participants inclus. Pour préserver l'anonymat des personnes, celles-ci sont filmées de dos. Néanmoins, les personnes qui ne souhaiteraient pas être vues même de dos, je ne sais pas si on peut parler d'être vues dans ce cas-là, mais enfin, voilà, d'être filmées de dos, peuvent se placer hors champ de la caméra pendant le débat. Il y a certains endroits où ça sera possible. Pour celles qui souhaiteront faire un témoignage personnel, qu'elles sachent qu'il est enregistré et qu'il sera donc, avec l'enregistrement de toute cette séance, sur notre site web. Alors, pour répondre à une question qui m'a été posée, l'enregistrement de la conférence du 31 janvier, sur le site web, il n'y a pour l'instant que les interventions et pas le débat. Parce qu'il y a eu 2-3 témoignages personnels dont nous avons eu peur qu'ils puissent être reconnus. Et donc, ce que nous allons mettre sur le site web, c'est l'enregistrement audio, il n'y aura pas l'enregistrement vidéo. Donc maintenant, là, j'ai explicité les choses beaucoup plus clairement. Ce sera l'enregistrement vidéo de toute la conférence qui sera sur notre site web. Je vous remercie à chacun de votre participation, de votre présence pour commencer, de votre participation. Et je vous souhaite une rencontre, débat enrichissante et fructueuse, en remerciant à nouveau Jean-François Mattei d'être parmi nous ce soir et de nous faire part de sa très grande expérience. Je vous dis juste un petit mot concernant le débat. On a des jeunes personnes avec des micros, donc vous connaissez le principe, hein, vous levez la main si vous avez envie de poser une question. On tâchera de faire réagir aussi les gens aux prises de parole du public, si quelqu'un veut réagir par rapport à quelque chose qui a été dit. Sachez que ce n'est pas juste Jean-François Mattei, que vous pouvez interroger, vous pouvez juste aussi donner votre avis. Ce n'est pas juste une réaction qu'on vous demande, c'est aussi votre avis, pas spécialement l'interroger en tant que spécialiste. Et pour ceux qui sont allergiques au micro, vous avez des papiers, vous pouvez très bien nous noter une question également. On passera les récupérer aussi. On fera un petit tri pour qu'il n'y ait pas les mêmes questions qui soient posées au micro et en papier. Mais sachez que si vous êtes plutôt écrit que oral, n'hésitez pas, vous remplissez sur un papier, on prendra vos questions, comme ça il n'y a même pas de problème d'être vu ou entendu à la caméra. Si vous préférez vraiment le faire par écrit, n'hésitez pas. Et si vous ne voulez pas être vu, vous mettez tout au fond, là-bas, sur le côté gauche, et vous n'êtes pas du tout dans le champ de la caméra pour ceux que ça intéresse. Je laisse la parole à notre conférencier. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier le professeur Boll qui m'a fait confiance en me demandant de venir parmi vous. Je le remercie de son accueil, mais il l'a déjà dit, je suis chez moi à Brest, car comme mon nom ne l'indique pas, je suis à 50% breton, ma famille étant de l'Esnevin, Kernouès et autres, et j'y ai passé une bonne partie de mon enfance. Et donc, j'y reviens toujours avec plaisir.
ce soir, la tâche est un peu compliquée car le sujet est général et je voudrais essayer, dans les 50-55 minutes qui m'ont été attribuées, tracer une sorte de panorama des questions qui peuvent se poser et que je qualifie volontiers de questions de conscience. À vrai dire, nous vivons une période étrange et probablement même cruciale à bien des égards. Après les 30 glorieuses, malgré les progrès de la médecine et une vie incomparable par rapport aux générations précédentes, on ne peut pas dire que le bonheur personnel ait été vraiment au rendez-vous. Comme si la prolifération des biens matériels, des loisirs, une santé meilleure, une autonomie plus grande dans nos choix avait fait oublier le sens et l'essentiel de la vie en agitant de faux semblants. Comme si l'on pouvait penser durablement que son propre bonheur constituait le but ultime d'une vie. L'accusation fréquente d'un individualisme, d'un hédonisme, d'un consumérisme émollient peut toujours être contestée, c'est vrai, dans un monde paradoxal où persistent de beaux et généreux engagements. J'en témoigne à la Croix-Rouge, je les ai rencontrés. Pourtant, ces tendances dominantes dans notre société aujourd'hui démontrent qu'un bonheur stable est impossible avec de pareils choix. Car l'homme est d'abord un être social et donc tributaire des autres. Le bonheur de chacun n'est durablement possible que s'il est partagé. Or, notre société paraît engagée dans une fuite en avant où le refus des limites semble devenu la règle d'or et où le sens de la vie est souvent écarté en même temps que la conscience morale est réduite au silence. Nous n'avons toujours pas su répondre à l'impossible question posée par la Deuxième Guerre mondiale après la Shoah. Comment des hommes ont-ils pu faire ça à d'autres hommes? Qu'est cette humanité qui a pu se comporter ainsi? Pour cela, pour tenter d'y répondre, il faut s'efforcer de redécouvrir la dignité de tout homme qui fait toute sa grandeur. Il faut admettre qu'il est difficile de vivre pleinement sans poursuivre un idéal, sans se référer à des valeurs qui nous dépassent. Le seul matérialisme démontre qu'il ne peut exister pour répondre aux questions qui se posent. Où allons-nous? Qu'allons-nous faire de nous? Que voulons-nous comme société demain? À vrai dire, les questions de s'interroger sur l'avenir de notre humanité dans un monde qui change très vite, comme jamais, sont nombreuses. On pourrait parler de notre environnement, de l'invasion du numérique, mais parmi toutes ces questions, ce sont probablement les questions liées à la science, à la médecine et à la technologie qui apparaissent comme un très fort révélateur de la démesure humaine, les philosophes diraient l'hubris, qui pourrait menacer. Les promesses du transhumanisme, les objectifs poursuivis par le post-humanisme sont là pour l'attester. Comme toujours, s'agissant de science mêlée à la fiction, les perspectives ne vont pas sans susciter des sentiments contraires entre effroi et admiration, entre Hyde et Jekyll, entre la certitude du quotidien et l'inconnu du lendemain. En me lançant dans l'aventure de la génétique médicale naissante dès les années 90, je n'imaginais pas un seul instant que la révolution scientifique survenue au milieu du siècle dernier viendrait à ce point bousculer les consciences, et la mienne comme les autres. Car au fond,
derrière le principe d'humanité qui nous anime, les nouvelles connaissances proposées par la science provoquent nombre de situations inédites, nouvelles, qui nous prennent au dépourvu par les questions inattendues qu'elles soulèvent. Par exemple, qu'est-ce que le corps? S'agit-il réellement de notre personne ou d'un ensemble de mécanismes que l'on peut remplacer par des pièces détachées, vivantes ou façonnées, usinées? Le corps ne serait-il qu'une simple enveloppe dont on pourrait changer, à la manière de la chenille devenant papillon, pour satisfaire notre désir de paraître? Il y a bien d'autres questions sur le corps, et les réponses ne sont pas évidentes, au point qu'il a fallu adopter de grands principes dans la loi de 1994 intitulée « Le respect du corps humain ». Par exemple, l'indisponibilité du corps, cela signifie que nous ne pouvons pas disposer de notre corps à notre guise, car son respect conditionne le respect de la dignité de la personne qu'il incarne. Et faisant partie de notre personne, il est aussi partie de notre humanité commune à tous les hommes, comme l'explique le philosophe Emmanuel Kant. Contrairement à ce que nous pourrions penser spontanément, notre corps ne nous appartient pas vraiment, car il est porteur de cette dignité que nous partageons avec tous les humains. Et lui porter atteinte ou le soumettre à des traitements dégradants serait une atteinte à la dignité humaine tout entière. D'ailleurs, si nous étions propriétaires de notre corps, nous pourrions en faire notre propre fonds de commerce, par exemple, en le vendant en pièces détachées, un rein, 2 lobes pulmonaires, un lobe hépatique, sans compter la moelle osseuse, le sang, les cellules, bref. Or, après l'indisponibilité, c'est bien la non-patrimonialité qui est à la base de la gratuité du don du sang, de gamètes, spermatozoïdes et ovules, de tissus et d'organes. C'est aussi parce qu'il y a le principe de non-patrimonialité que les gènes humains ne peuvent pas faire l'objet de brevets et qu'un utérus ne peut être loué. Mais il y a une autre constatation que nous permettent les greffes d'organes. En effet, une personne peut vivre avec un ou plusieurs organes provenant d'une autre personne et pourtant rester la même. Le cœur qui battait dans la poitrine d'un célèbre Marseillais, Emmanuel Vitria, n'était pas le sien. Et pourtant, il était toujours le même, gai, optimiste, enjoué et joueur de pétanque. Cette observation conduit à penser que l'humanité de l'homme n'est probablement pas contenue dans sa seule matérialité. Ce qui suscite une deuxième question. Est-ce que la qualité d'une personne dépend de la qualité de ses gènes? Cette autre question que je pose conduit à conforter la réponse que je viens d'évoquer à propos de la matérialité, car qui peut imaginer qu'une personne porteuse d'un gène pathologique, par exemple celui de l'hémophilie, de la myopathie ou de la chorée de Huntington et beaucoup d'autres, n'aurait pas la même qualité humaine qu'une personne indemne de pathologie génétique? Stephen Hawking et sa sclérose latérale amyotrophique, Toulouse-Lautrec et son anomalie osseuse, Petrucciani et d'autres, du fait de leur handicap, ont-ils ou avaient-ils une qualité humaine moindre? Et pourtant, tout le diagnostic prénatal est conçu pour permettre le dépistage de gènes de mauvaise qualité et la suppression fréquente, pour ne pas dire systématique, de ceux qui en sont porteurs. Cette contradiction a toujours été pour moi
une source de questionnement auquel je n'ai jamais su ni pu répondre, partagé entre mes convictions et la souffrance des autres, des couples. J'ai donc décidé néanmoins de les aider, de les accompagner, pour un motif simple, c'est qu'on a toujours assez de force pour supporter la douleur des autres. Mais évidemment, la seule réponse satisfaisante consiste à progresser dans le traitement des maladies génétiques, car soigner vaut toujours mieux que supprimer. Ces considérations conduisent à une autre question corollaire. Notre destin est-il tout entier inscrit dans nos gènes, dans notre double hélice d'ADN? Et si c'était le cas, que resterait-il de notre liberté? Autrement dit, sommes-nous inéluctablement programmés? Avec la description de l'ADN, des gènes et du code génétique, on a très vite promis aux généticiens qu'ils allaient pénétrer les secrets de la vie. Je m'en souviens très bien. J'ai vécu toute cette période quand les médias nous appelaient déjà les sorciers de la vie, dans les années 80. Or, cela fait plus de 40 ans et nous mesurons chaque jour davantage que ces secrets nous échapperont encore longtemps. Les progrès sont certes immenses, il faut continuer de s'acharner. Mais après les avancées du séquençage du génome entier, nous savons que notre vie n'est pas uniquement programmée par nos gènes. Leur expression est souvent sous la dépendance d'autres facteurs dont nous découvrons régulièrement l'importance, ne serait-ce que l'interaction des gènes entre eux et l'influence de leur environnement à l'origine de ce qu'on appelle l'épigénétique. La vérité qui s'impose est que l'homme ne dépend pas seulement de son génome. Et c'est heureux, certes. C'est bien son génome qui fait qu'un petit homme, lorsqu'il vient au monde, est hominisé et ne ressemble évidemment ni à un hippopotame, ni à un rhinocéros. C'est son génome qui fait qu'il est un petit homme. Mais l'histoire des enfants sauvages nous démontre que si ce petit homme est abandonné très tôt, il ne pourra jamais acquérir ni la marche, ni la parole, ni les gestes humains. Tout simplement, il n'aura pas été humanisé par l'affection des siens, de ses proches, son éducation et la culture qui l'entoure. L'homme est ainsi la seule espèce animale qui ne soit pas exclusivement héréditaire. Il n'est pas qu'un produit de la nature, il est aussi un être de culture. C'est cette constatation-là qui permet d'aborder une autre question. Peut-on évaluer la vie humaine? Et y aurait-il des vies qui ne vaudraient pas la peine d'être vécues? Qui peut porter un jugement aussi péremptoire au vu d'une anomalie ou d'un handicap? Personne sans doute. Et pourtant, la Cour de cassation l'a fait dans l'arrêt d'Iaré Perruche en l'an 2000. D'après la Cour, Nicolas Perruche, atteint d'une rubéole congénitale grave, n'aurait jamais dû naître. Sa naissance constitue donc un préjudice car sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. Évaluer les vies humaines, c'est bien cette tentation qui, depuis Sparte et l'Antiquité, conduit à la sélection, à la discrimination et même, disons-le, à l'eugénisme, dans le but d'améliorer la qualité de l'espèce humaine. On trouve la même conception de pratiques eugéniques pour une cité idéale au livre 5 de la République de Platon, lorsqu'il parle de la caste des gardiens. Il faut, selon nos principes, écrit Platon, rendre les rapports très fréquents entre les hommes et les femmes d'élite, et très rares au contraire, entre les sujets inférieurs de l'un et l'autre sexe.
C'est dire que l'eugénisme est profondément ancré dans le cœur de l'homme depuis toujours. Alors aujourd'hui, l'organisation politique des pratiques eugéniques est interdite par la loi de bioéthique, mais quand plus de 95% des couples font individuellement le choix d'interrompre la grossesse lorsque l'enfant à venir s'avère porteur d'une anomalie sévère, l'addition de toutes les décisions individuelles dessine une société eugénique. Aucun des couples qui désirent interrompre en pareille circonstance n'a conscience de faire un choix eugénique, évidemment, il n'en est pas question. Mais quand vous additionnez tous ces choix, vous vous trouvez face à une société eugénique, et c'est ce que le philosophe allemand Jürgen Habermas appelle l'eugénisme libéral. Là encore, il faut souligner combien le traitement des affections génétiques est attendu et espéré. C'est lui qui permettra aussi de répondre à ce que l'on appelle la médecine prédictive et toutes les questions qu'elle pose. Il faut que vous sachiez que le génome est aujourd'hui l'objet de convoitises de la part des banques, des entreprises, des assurances qui souhaiteraient bien connaître la qualité des gènes de leurs clients ou employés et de prêter éventuellement de l'argent à ceux qui ne seraient pas malades et pourraient rembourser. Évidemment, cela est interdit aujourd'hui, mais la tentation est là, au risque de la double peine, parce que vous avez un gène pathologique qui vous rend malade, eh bien vous aurez une exclusion sociale. Vous voyez bien le problème que cela pose. Et certains sont d'un naturel curieux. J'en connais qui ont envoyé un prélèvement de salive à un laboratoire identifié sur Internet et qui, moyennant 200 €, ont reçu l'analyse d'une trentaine de gènes responsables d'une trentaine de maladies. Et pour celui qui reçoit le résultat disant qu'il est porteur hétérozygote, c'est-à-dire porteur sain d'un gène pour une maladie possiblement transmissible, qu'est-ce qu'il fait de cette connaissance? Il la garde pour lui? Mais si, chez ses petits-enfants, il y a un enfant porteur de la maladie, donc il est obligé de partager. Et avec qui partager? Et comment partager? Semer le doute, tout d'un coup, dans une famille, la prévenir, c'est probablement très bien. Mais faut-il savoir ou ne pas savoir? Faut-il dire ou ne pas dire? Voilà des questions que la médecine prédictive pose, sachant que par ailleurs elle n'est pas que négative, car elle permet une prévention. Si Angelina Jolie, bien connue de tous, a procédé à une mammectomie bilatérale, puis l'année d'après à une ovariectomie bilatérale, c'est parce qu'elle a pratiqué une étude génétique démontrant qu'elle présentait un gène prédisposant à ce type de cancer, dont étaient mortes sa mère, sa tante et sa grand-mère. Donc, une prévention possible. Simplement, entre la connaissance sans objet précis et la prévention, il y a des questions de conscience qui se posent. On ne peut pas échapper non plus à l'interrogation de savoir si la vie est un dû ou un don. Et si l'enfant demeure un sujet de droit ou s'il devient un objet auquel on aurait droit. Je dis volontairement objet, car on ne peut jamais prétendre avoir droit à quelqu'un, mais seulement à une chose. C'est le fond de la question qui est posée aujourd'hui par l'extension de la procréation médicalement assistée à des indications non plus médicales, mais sociétales. Dans cette hypothèse, il ne s'agirait plus de pallier l'infertilité pathologique des couples, mais de permettre à toute femme, seule ou en couple avec une autre femme, d'avoir un ou plusieurs enfants. Je suis très surpris par la façon d'aborder le sujet en général, à partir du seul désir de ces femmes. Ce désir est évidemment respectable et parfaitement compréhensible, légitime.
ce n'est pas, à mon sens, la bonne approche, car évidemment, ces femmes peuvent accueillir, aimer un enfant comme les autres. Bien sûr qu'elles peuvent élever un enfant comme les autres, et d'ailleurs, elles peuvent être candidates à l'adoption. Mais en revanche, personne ne s'exprime jamais au nom des enfants qui demeurent les grands absents du débat alors qu'ils devraient en être le centre. Il s'agit bien de leur donner la vie. Personne ne se prononce jamais sur l'évolution de la personnalité, de la psychologie de ces enfants nés sans père, ni père biologique, ni père social, ni père symbolique au travers de l'histoire familiale. Alors je vous le dis modestement, il est difficile de répondre formellement à cette question, car le recul est insuffisant et les études qui existent sur le sujet sont parfois discutables et parfois même contradictoires. Et donc on ne peut pas récuser cette pratique sur cette seule raison. En revanche, d'expérience, nous savons que des enfants nés dans des couples infertiles après insémination avec sperme de donneurs anonymes s'engagent dès qu'ils le peuvent, dans un certain nombre de cas, dans une recherche parfois obsessionnelle de leur père biologique. On en a eu encore un cas médiatisé il n'y a pas tellement longtemps. J'en ai rencontré, et pas un seul, mais un certain nombre en préparant les lois de bioéthique. Et je peux dire que cette question constitue une souffrance qui les taraude. Et ce n'est pas le propre des enfants nés sans père biologique connu. C'est également le cas des enfants qui sont nés après un accouchement sous X d'une mère anonyme qui ne les reconnaît pas. Bien que confiés très tôt à des parents adoptifs, bien qu'ils les aiment, bien qu'ils ne veuillent pas s'en détacher, ils recherchent à toute force leur mère biologique. Il y a donc, de mon point de vue, suffisamment d'inconnus pour demeurer réservé sur ces indications sociétales au regard de l'avenir de l'enfant, dans une société où le modèle qui reste et restera largement majoritaire est celui de la reproduction sexuée entre hommes et femmes. En outre, le principe de l'anonymat des donneurs et donneuses de gamètes, s'il semble demeurer souhaitable, se pose en des termes différents aujourd'hui, en raison des difficultés de plus en plus grandes à le respecter, cet anonymat, du fait de l'accès possible aux banques de données génétiques, à ce que l'on appelle les big data ou mégadonnées. Eh bien, là encore, ça vient d'être réalisé et on ne peut plus garantir dans la durée le respect de cet anonymat. Je sais bien, en tant que médecin, que la loi naturelle est souvent contredite. Mais jusqu'où ne pas aller trop loin? Je n'ignore pas non plus les sondages d'opinion. Je n'ignore pas non plus que les réponses dépendent souvent de la façon dont la question est posée. Êtes-vous favorable à ce que les femmes seules ou en couple de femmes puissent bénéficier de la technique de procréation assistée pour avoir un enfant? Que la réponse soit oui n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce qu'elle exprime à la fois la compassion, le désir d'égalité, le souci de justice et l'espérance du bonheur. Mais posez la question maintenant de la façon suivante. Êtes-vous favorable à la conception d'enfants sans père et qui n'auront jamais de père? La réponse spontanée est alors plutôt non. On argumente chaque jour davantage entre filiation biologique, filiation d'intention, prenant des risques pour un avenir incertain. Et il me semble qu'on a déjà invoqué le principe de précaution pour bien moins que cela. Et je n'évoque même pas l'aggravation de la pénurie de gamètes, car aujourd'hui, un couple infertile qui veut bénéficier d'une insémination de sperme anonyme attend en moyenne entre 1 ou 2 ans avec des variations régionales. Les sécos, qui sont les centres qui recueillent les spermes, disent que si on a une extension, il faudrait 500 donneurs de plus.
Or, l'expérience montre qu'on ne donne pas spermatozoïdes ou ovocytes comme on donne son sang. On donne son sang pour sauver une vie menacée, on donne spermatozoïdes et ovocytes pour créer une nouvelle vie. Et donc, l'enjeu est différent et nous risquons d'avoir un décalage considérable entre la demande et l'offre. Et parlant d'offre et de demande, j'évoque une situation de marché économique, commercial, ce qui évidemment mettrait en danger tout notre système de gratuité des produits et parties du corps humain. Ce serait revenir sur la non-patrimonialité du corps humain et accepter une sévère régression éthique. Quant à la gestation pour autrui, j'en dirai juste un mot. Elle paraît a priori écartée pour cette fois dans la loi, même s'il y a des amendements qui sont proposés. Elle ne manquera pas d'être soulevée à l'avenir. Et elle reviendra avec insistance, ne serait-ce que parce que si les couples de femmes ont droit à la procréation assistée et donc des enfants, pourquoi les couples d'hommes non? Eh bien, il faut savoir que la gestation pour autrui repose sur l'instrumentalisation du corps des femmes, généralement dans le besoin. En Inde, en Thaïlande ou ailleurs, on a même parlé de prolétariat reproductif. Et ces enfants sont l'objet d'un contrat qui est conclu entre le couple d'intention et la mère porteuse, et au terme de la grossesse, l'enfant est remis au couple d'intention, moyennant finance. Cette question mériterait évidemment de longs développements, on pourra y revenir si vous le voulez dans les débats, mais elle soulève de nombreux problèmes qu'on aurait tort de sous-estimer. En fait, il ne faut pas sous-estimer l'évolution sociétale qui résulterait du changement de notre système de filiation, car la philosophie dominante de l'épanouissement personnel marque une victoire de l'individualisme qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans l'histoire de notre humanité. Reste la question première de la finalité qui conduit à nous interroger. Je répète les questions évoquées par le professeur Bolz et par moi dans mon introduction. Que voulons-nous faire de nous? Chacun a probablement son idée pour ce qui le concerne, mais pour nous tous, ensemble, nous les humains, qu'en est-il? Nombre d'autres questions apparaissent alors, parmi lesquelles celles posées par le transhumanisme et le posthumanisme. Ce mouvement de pensée qui regroupe certains scientifiques et philosophes poursuit trois objectifs essentiellement bien définis en 2014 à Paris. 1. L'amélioration des capacités et performances humaines. 2. La prolongation de la vie jusqu'à l'immortalité avec, à terme, le transfert de notre cerveau sur des supports numériques et l'abandon de notre corps devenu inutile. 3. Le contrôle de l'évolution de l'homme qui ne peut pas être considéré depuis l'algue bleue aujourd'hui comme un produit fini. Or, rien ne permet de penser que de tels objectifs sont compatibles avec les humains que nous sommes. Et je vois pour ma part au moins 6 objections. La première, le transhumanisme considère l'homme comme le seul produit de ses gènes, ramenant la sociologie à la seule biologie. Or, on l'a vu, malgré son importance, le gène ne fait pas tout et la culture joue un rôle essentiel dans l'accomplissement de l'homme. Voilà un premier argument qui, à lui seul, pourrait convaincre que le transhumanisme n'est ni crédible ni humain. Deuxième objection, il faut s'intéresser au coût des technologies nécessaires à l'augmentation des capacités et performances humaines, meilleure mémoire par exemple. La solidarité nationale ne pouvant prendre en charge ce type d'indications qui ne correspondent pas à des besoins médicaux avérés, seuls les riches pourraient se payer ces améliorations. Le résultat aurait pour effet inéluctable de créer de nouvelles classes sociales, fonction de la capacité financière des uns et des autres. Les nantis s'offront les services permettant d'acquérir de meilleures performances et les économiquement faibles demeurant rivés à leurs limites. En somme, une caste de post-humains
à la puissance toujours croissante, côtoierait de nouveaux intouchables humains d'un autre âge, soumis aux maladies, au vieillissement et enfermés dans leur déterminisme. Cette distinction que je considère comme inacceptable ne l'est pas pour les posthumanismes aux États-Unis. Quand on interroge l'un des gourous du posthumanisme, pour ne pas le citer, M. Moravec, et qu'on lui expose la question, il dit « qu'importe, les tyrannosaures ont bien disparu », voulant dire par là que les pauvres pourront bien disparaître, les plus faibles pourraient bien disparaître. À l'évidence, la question de l'argent est sous-jacente au posthumanisme et renforce les inégalités, ce qui le rend non seulement irréaliste, mais surtout inhumain. Troisième objection, si le transhumanisme prétend vouloir améliorer le fonctionnement de notre société, il faut s'interroger sur son refus paradoxal d'accepter la moindre fragilité chez l'humain, selon une conception aussi élitiste que narcissique. N'est-ce pas pourtant la fragilité qui éveille le besoin de se tourner vers l'autre, soit pour demander de l'aide, soit pour en proposer? La vulnérabilité de tel ou tel à un moment donné de sa vie semble nécessaire pour le maintien de la cohésion et du lien social. Inversement, être fort, très fort, n'avoir besoin de personne, conduit à se passer des autres. Dans un splendide isolement, la négation du lien social par le posthumanisme n'est pas compatible avec la réalité des hommes. Quatrièmement, un autre débat concerne la quête de l'immortalité qui semble constituer le Graal ultime des posthumanismes. Le moins qu'on puisse dire est que cet idéal ne va pas de soi pour une société qui se veut pleinement humaine. D'abord pour une raison triviale d'encombrement planétaire, l'immortalité interdirait toute procréation, sauf pour compenser les morts accidentelles, et de ce fait, plus d'enfants, plus de nouveaux visages à découvrir, ni de diversité pour se réjouir, pas de renouvellement, mais seulement l'uniformité au fil d'un temps immobile qui perdrait toute signification. Autrement dit, quel pourrait être le sens de cette immortelle vie, doublée d'un éternel ennui, dans une permanente monotonie? Une vie certes immortelle, mais sans idéal, centrée sur soi dans l'ignorance de l'autre et privée du besoin d'espérance, remplacée par un simple instinct de conservation. D'évidence, la fin de la mort ne répond pas aux aspirations humaines, à l'émotion qui anime et à la nécessaire attente du lendemain. Personne n'évoque sa mort avec joie, évidemment, mais n'est-ce pas la mort qui contribue à donner son sens à la vie? Ensuite, cinquième objection, pour faire bonne mesure, il conviendrait de migrer de notre enveloppe biologique vers un monde totalement digital. Pour cela, notre cerveau serait téléchargé sur un logiciel et nous pourrions nous débarrasser de notre corps, source de tant de maux et de souffrances. Finalement, le post-humain renoncerait au pouvoir de son corps devenu inutile. Pouvoir de plaire, de séduire, de désirer, d'aimer, accréditant l'idée que les transhumanismes détestent la chair et ignorent le désir d'avoir des enfants. Je ne suis pas certain que l'homme soit prêt à renoncer à son corps, qu'il traîne parfois avec difficultés et souffrances, c'est vrai, mais qui lui occasionne aussi tant de joie, de plaisir. L'abandon de son corps par l'homme n'est tout simplement pas compatible avec l'idée d'humanité, car l'esprit et le corps sont consubstantiels. Enfin, pour parvenir à ce paradis post-humaniste, il faudrait s'en remettre aveuglément aux sciences et aux technologies qui prendraient le contrôle de l'évolution de l'homme, grâce à une expérimentation permanente sur l'homme privé de toute liberté. En somme, le posthumanisme imagine une mythologie moderne, offrant un monde impensé, appartenant au virtuel, une sorte de mythologie qui raconterait l'évolution parfaite de l'homme-machine, devenu éternel et solitaire,
prisonnier de ses réussites scientifiques et privé de l'espérance de lendemains différents. Enfin, de nouveaux domaines vont encore s'imposer, tout aussi troublants, tels les neurosciences, l'imagerie fonctionnelle du cerveau, les implants cérébraux avec stimulation, mais aussi l'intelligence artificielle, les algorithmes qui commencent à nous envahir, y compris en médecine, et les robots bousculant davantage encore nos repères. Ils illustrent parfaitement les bouleversements qui sont à nos portes. Je n'ai pas le temps de l'aborder dans mon exposé. S'il y a des questions dans le débat, je m'efforcerai d'y répondre si je peux. Toutes ces questions que je viens d'aborder très vite, superficiellement, ne sont pas évidentes, car ces interrogations sont nécessairement accompagnées par le doute. Quelle est la bonne réponse? Au demeurant, la culture du doute est la source vive des interrogations éthiques. Le doute est, de mon point de vue, le meilleur aiguillon des consciences. Quoiqu'habité par mes convictions, je ne cesse de m'interroger sur le statut qu'il faut accorder aux sciences et aux technologies, sur la difficulté de savoir s'affranchir d'une pensée scientifique, quand le but ultime est de grandir l'humanité de l'homme et non de la dénaturer. En France, au XVIIIe siècle, les Descartes, Voltaire, Diderot, Rousseau et d'autres ont fait briller les Lumières et rêver le monde. La France était alors le laboratoire du progrès et la pensée française avait valeur universelle. C'était un autre temps. Force est de constater que nos intellectuels d'aujourd'hui semblent davantage préoccupés d'un nationalisme culturel républicain plutôt qu'habités par la volonté de guider le monde face à l'essor des technologies envahissantes, sinon même menaçantes. De fait, de nombreuses questions persistent, parmi lesquelles jusqu'où le progrès des sciences est-il bénéfique? Peut-être faut-il voir dans l'individualisme ambiant une des raisons de cette évolution occidentale, davantage tournée vers ces divergences internes. Or, je vous le dis, une civilisation peut-elle prospérer sans des valeurs et des croyances partagées par le plus grand nombre? C'est bien parce que les personnes ne supportent pas le désert moral dont elles souffrent dans la société actuelle qu'elles sont attentives aux promesses d'un monde meilleur que leur promettent, parmi d'autres, transhumanisme et posthumanisme. Pourtant, l'homme est un être spirituel, croyant ou non. Il craint au fond de lui les techniques qui devraient élever l'homme, alors qu'elles finissent parfois par le ravaler au rang de choses manipulables. Il attend donc un sursaut culturel pour réveiller les consciences. Au fond, l'homme éprouve le besoin d'une pensée agissante. Agir en homme de pensée, penser en homme d'action, écrivait Bergson. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas en matière de sciences et de technologie. Sur fond de la biologie moderne, je suis convaincu que notre société manque d'une réflexion éclairée suffisante, d'une expression aussi posée que pédagogique, expliquant la nature des enjeux. Dans un monde de plus en plus complexe et instable, évoluant à une vitesse inédite, les choix binaires généralement proposés et privilégiés même sont dépassés. Et nous nous avérons incapables de penser le progrès. On est pour ou contre les organismes génétiquement modifiés. On est pour ou contre les vaccinations. On est pour ou contre choix binaires. Non, c'est dépassé. Aux États-Unis, le Millennium Project est une organisation indépendante qui regroupe des futurologues, des intellectuels, des décideurs politiques afin de réfléchir aux défis de l'avenir. Chaque année, le Millennium Project produit un rapport sur les perspectives et stratégies nécessaires pour répondre aux défis mondiaux. Et son directeur, Jerome Glenn, prévient qu'au-delà des enjeux immenses, il faut commencer par répondre
et repenser nos sociétés, répondre aux problèmes qu'elles rencontrent et repenser nos sociétés pour éviter le pire. Et il insiste, d'autant qu'il prévoit l'avènement d'une société future fondée sur une intelligence artificielle consciente et qui pourrait être bien supérieure à celle que nous imaginons. À ma connaissance, nous n'avons pas en France une telle structure que le Millennium Project. Or, il est grand temps de réagir pour remettre chaque chose à sa juste place. Et, par exemple, je voudrais, avec vous, aborder la distinction nécessaire entre la connaissance et son usage. Dans le débat qui nous occupe, les scientifiques font valoir à juste titre, selon moi, que ce n'est pas la connaissance qui est dangereuse en elle-même, mais l'usage qu'on en fait. C'est là qu'est le vrai défi, que sont les situations nombreuses où il faut choisir entre le bon et le mauvais usage, à commencer par l'énergie atomique, qui place l'homme devant des choix éthiques majeurs, conduisant à refuser évidemment de nouveaux Hiroshima, mais à utiliser la radiothérapie au service de la lutte contre le cancer. Savoir dire non à l'arme nucléaire qui tue, mais dire oui à la radiothérapie qui sauve des vies. Il me semble que c'est précisément le rôle de la conscience morale que de penser et décider de l'usage des nouvelles techniques. Sans être véritablement neutres, celles-ci sont souvent ambivalentes. C'est bien pourquoi le mot éthique s'impose, pour tenter de discerner les réponses les plus appropriées. Malgré ce, il faut comprendre et admettre que l'unanimité ne peut se faire ni au sein d'un même pays et encore moins d'un pays à l'autre, car le socle des opinions, des convictions dépend des valeurs, des usages, des croyances de chacun. C'est pourquoi j'ai proposé de parler d'une éthique à géographie variable. À cet égard, il ne faut pas méconnaître l'enjeu international de ces États généraux, car ils vont définir nos choix, les préparer en tout cas. Si la France veut participer aux discussions et aux négociations internationales sur l'éthique appliquée à la biologie et à la médecine, il lui faut d'abord afficher ses propres choix et les argumenter. J'ai découvert cela en 1993, lorsque la Commission de Bruxelles voulait introduire le sang et ses dérivés dans les termes du marché économique, alors même que la France affirmait tout au contraire la gratuité du sang, de ses dérivés, de tout ou partie du produit du corps humain. Et à cette époque, il me fut opposé, avec même un brin de mépris, que la France, n'ayant pas de législation sur la bioéthique, elle n'avait pas de convictions à faire valoir, et encore moins à vouloir les imposer. Je suis alors allé analyser la situation des pays voisins. Je les ai rencontrés. La Grande-Bretagne, formidable. On ne touche pas à l'embryon. Bon, mais l'embryon commence au 14e jour. Avant, du 1er au 14e jour, c'est un pré-embryon dont on peut faire ce qu'on veut. Pragmatisme anglo-saxon, pragmatisme britannique, ça ne pouvait pas faire l'affaire. Alors je suis allé en Allemagne. Tout interdit, très restrictif. Et ils m'ont dit qu'ils étaient hantés par le passé des expériences de la médecine nazie et qu'ils redoutaient d'être accusés de recommencer en autorisant telle ou telle technique. Je dis ça ne peut pas faire non plus. Alors je suis allé en Espagne. À l'inverse, elle est très permissive, car désireuse, m'a-t-on expliqué, enfin de profiter de toutes les libertés possibles après les longues années très contraignantes du franquisme. La morale va aussi se nicher dans l'histoire. Quant à l'Italie, n'en parlons pas, elle ne voulait surtout pas éveiller des conflits avec le Vatican. Toutes ces différences qui soulignent le rôle de l'histoire, de la philosophie, du rapport aux religions parmi d'autres repères sont réelles et révèlent une éthique qui varie d'un pays à l'autre sur de très nombreux sujets et sans aucune logique apparente.
Je vous disais par exemple, l'Espagne, très permissive, elle interdit la gestation pour autrui. La Belgique, très ouverte sur de nombreux sujets, on a même parlé de bébé Thalys pour les femmes qui allaient solliciter une procréation assistée en Belgique. Sauf que la Belgique n'a pas autorisé l'accouchement sous X, laissant les femmes belges venir accoucher dans les maternités de Lille. Même la transplantation d'organes reste controversée. J'ai coordonné pendant 2 ans une commission sur la transplantation d'organes au Conseil de l'Europe. Il n'a jamais été possible de nous mettre d'accord, ni sur la définition de la mort, ni sur le consentement présumé. Pour les uns, la mort cérébrale est un bon critère, et les autres disant « mais non, si vous mettez cérébral, c'est que ce n'est pas la mort ». Et sur le consentement présumé, une bonne partie, majorité d'ailleurs, comprenait la nécessité, et d'autres disant « non, si vous n'avez pas l'autorisation, il faut que le doute profite aux morts, et donc on n'y touche pas ». C'est pour vous dire que les choses sont compliquées. Pour autant, je n'imagine pas que la France puisse accepter une sorte de plus petit commun dénominateur éthique qui correspondrait à un nivellement par le bas. J'entends bien tous les arguments invoqués du tourisme procréatif et même du tourisme de la fin de vie parmi d'autres. Mais à mon sens, ce n'est pas parce que tel ou tel pays autorise telle ou telle pratique que nous sommes dispensés d'un examen critique et d'une prise de décision qui nous soit propre. Faudrait-il aujourd'hui que nous suivions aveuglément la Chine, les États-Unis et la Grande-Bretagne qui autorisent très prématurément le recours aux ciseaux génétiques pour tenter de modifier l'embryon, alors que la prudence voudrait qu'on laisse à la technique le temps de faire ses preuves et de régler les inconnus qui persistent? Devrait-on renoncer à interdire le clonage reproductif, comme la brebis Dolly, au motif que l'ONU s'est avérée incapable de l'interdire au niveau planétaire? À mon sens, il faut se prémunir au mieux de ces risques, édicter des règles, s'entourer de mesures responsables de prudence et de prévention. C'est notre responsabilité, car la connaissance ne va pas sans l'idée de responsabilité. Je crois donc qu'il faut rester attentif à ces convictions, sans pour cela s'enfermer dans des idées définitivement arrêtées et ouverts à l'idée d'évoluer lorsque cela nous semble justifié. L'essentiel, de mon point de vue, étant que l'homme reste le maître des techniques afin que la science demeure au service de l'homme et que l'homme ne devienne pas un simple instrument du progrès. Or, les risques sont réels pour l'homme de perdre le contrôle et d'être emporté par un tourbillon qui le dépasse. Par exemple, après une succession de petits pas dont aucun ne paraît déterminant, l'homme peut se retrouver un jour là où il n'aurait jamais sans doute voulu aller. C'est ce que j'ai appelé le syndrome de la pente glissante. Autrement dit, jusqu'où ne pas aller trop loin? Et le diagnostic prénatal en est le meilleur exemple. Il a d'abord été accepté pour des antécédents de malformations graves et incurables. Il a été peu à peu étendu à des populations entières avec un risque statistique, puis à des affections de gravité moindre, parfois même curables, et aujourd'hui à des maladies susceptibles de survenir au cours de la vie. De fait, il pourrait sembler utile de poser des limites pour ne pas menacer ce qui fait notre humanité. Mais je doute qu'elles puissent constituer un repère figé pour l'éternité. Si c'était le cas, elles entraîneraient, ces limites, un interdit difficile à concilier avec le questionnement éthique indispensable à notre temps. Et ici, le débat, trop souvent méconnu entre morale et éthique, a toute sa place, au même titre que celui sur le rôle de la conscience. Par définition, l'homme évolue, progresse, gagne en connaissance et en responsabilité. Ne dispose-t-il pas de son libre arbitre? Dans les choix éthiques que l'homme doit faire, la seule boussole qui vaille se trouve dans sa conscience. Je le dis avec modestie, car je ne suis pas plus habilité qu'un autre pour aborder cette question, mais l'évolution des technologies convergentes illustre parfaitement le questionnement, et les scientifiques le savent bien.
Interrogés récemment par les médias, certains scientifiques ont souligné la nécessité d'un engagement public au regard des discussions éthiques, légales et sociales, en livrant leurs pires peurs. Pour l'un, c'est l'idée de puces dans le cerveau qui permettrait de lire dans les pensées. C'est horrible pour lui. Pour un autre, c'est l'abandon du corps promis par certains. Pour un troisième, c'est un monde qui aurait été beaucoup trop vite dans l'adoption des technologies. J'ai le sentiment profond qu'il faut saisir le débat qui va de la génétique au post-humanisme pour imaginer un homme renouvelé face à une humanité réaffirmée. Je suis convaincu qu'il faut croire et continuer à croire dans l'homme. Au travers des questions que nous avons abordées, j'ai souhaité placer nos consciences face à un défi capital. Il n'échappe à personne que le problème majeur réside dans le fait que la science évolue beaucoup plus vite que nos consciences. Quand un progrès majeur survenait autrefois, la population avait le temps de le découvrir, de l'apprivoiser pour finalement se l'approprier. L'exemple des locomotives à vapeur nous fait sourire quand on lit que les savants autorisés de l'époque expliquaient que le passage dans les tunnels mettrait la vie des voyageurs en danger. À la différence aujourd'hui, des avancées scientifiques déterminantes surgissent tous les jours ou presque. Elles nécessiteraient un travail de réflexion éthique continu pour trouver les meilleures réponses au regard de l'humanisme qui nous habite. Les consciences sont stimulées par l'éthique qui vient tenter de discerner le sens et dire le pourquoi quand la rationalité scientifique s'intéresse au comment. Si chaque découverte est un défi, c'est notre conscience qui devrait nous guider dans nos choix, fonction de nos convictions intimes. Mais sont-elles encore capables de discernement? Pour tout vous dire, en confidence, je suis beaucoup plus préoccupé par une sorte d'endormissement de nos consciences insuffisamment formées que par les avancées de la science. L'abandon croissant de la morale au motif qu'elle n'est plus à la mode y est pour beaucoup. Il s'agit pourtant moins de juger les autres que de se comporter en fonction des valeurs auxquelles on croit. À mon sens, cette conscience morale est indispensable, car son absence conduirait à modifier les normes du bien et du mal en fonction de l'opinion dominante. C'est d'ailleurs la conscience morale qui permet, grâce au discernement, parfois de franchir les limites, de transgresser pour provoquer un ordre plus juste et plus humain. Nous avons besoin d'un humanisme régénéré où tout être humain a besoin d'être reconnu dans sa pleine humanité par autrui et d'être respecté pour ce qu'on appelle la dignité humaine. Je le redis, il y a une nécessité absolue à réinventer notre humanisme. Nous sommes dans une période de désordre précédant l'inconnu. Rien n'est plus inconfortable. Il nous faut donc réagir, définir ce que nous voulons et ne voulons pas pour l'homme, ce qui, je vous le concède, est un défi colossal. Mais Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, le disait bien. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Il parlait d'un monde meilleur et plus attentif aux autres, d'un monde plus humain, et c'est ce que je nous souhaite.